Le silence qui tue n'est jamais celui que l'on croit. Vous le voyez se taire. Vous l'interprétez comme de l'indifférence, comme un abandon, comme la preuve irréfutable qu'il ne vous aime pas. Mais voici le paradoxe cruel que personne ne vous a révélé. Ce silence qui vous déchire est peut-être l'acte d'amour le plus désespéré qu'il puisse vous offrir. Pendant que vous cognez contre ce mur invisible, pendant que votre cœur hurle dans le vide, son système nerveux est en train de s'effondrer. Littéralement. Son cerveau ne se tait pas. Il brûle. Et si tout ce que vous pensiez comprendre de l'amour reposait sur un malentendu fondamental? Et si la distance qu'il met entre vous n'était pas une fuite, mais une tentative maladroite de vous protéger de son propre chaos intérieur? Bienvenue dans l'enfer du piège anxieux évitant. Là où deux personnes qui s'aiment se détruisent mutuellement en essayant précisément de sauver leur relation. Ce qui suit va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur les conflits de couple. Vous le voyez s'éteindre. Il se referme, devient silencieux et érige un mur d'indifférence. Vous vous sentez rejeté, abandonné et votre cœur s'emballe. Mais ce silence froid et distant que vous percevez est une profonde illusion. Ce que vous interprétez comme « il s'en fiche » est en réalité un incendie majeur à l'intérieur de son système nerveux. C'est ce qu'on appelle la submersion. C'est le piège anxieux évitant. Votre système nerveux, probablement configuré selon des schémas d'attachement anxieux, enregistre son retrait comme une menace directe. Alors, vous le poursuivez, vous parlez plus vite, vous envoyez plus de messages, vous ressentez le besoin urgent de résoudre le conflit immédiatement. Mais pour son système à tendance évitante, votre urgence ressemble à une menace. Votre impulsion naturelle et urgente de réparer les choses est précisément ce qui approfondit sa retraite craintive. Alors vous essayez les conseils habituels, dis-lui simplement ce que tu ressens. Sois vulnérable, exige qu'il s'ouvre. Mais vous avez essayé? Vous avez vu vos mots heurter ce mur de verre translucide entre vous? À chaque tentative de connexion, le mur s'épaissit et il se retire davantage dans cet état silencieux et poussiéreux de retrait bleuté. C'est un cycle qui vous laisse désespéré, invisible et fondamentalement incomprise. La transformation commence lorsque nous cessons d'essayer de le réparer et commençons à décoder sa peur. Dans ce qui suit, nous allons démanteler ce schéma. Nous explorerons la physiologie profonde de la submersion et les raisons pour lesquelles son cerveau confond vos tentatives de connexion avec des attaques. Et je vous proposerai des outils concrets pour briser ce cycle. Soyons parfaitement clairs sur le plan clinique. L'état de submersion n'est pas un choix émotionnel. Ce n'est pas une décision consciente de vous ignorer, de vous punir ou d'être cruel. C'est un état biologique, physiologique et non négociable de surcharge complète du système nerveux. C'est l'équivalent humain d'une panique du système informatique. Le système est submergé et la seule option devient l'arrêt. Il s'agit d'un terme scientifique. Dans le monde de la psychologie relationnelle, ce concept a été défini par le docteur John Gottman. Il l'appelle activation physiologique diffuse ou APD. L'APD n'est pas simplement se sentir stressé. C'est un détournement biologique mesurable. Les recherches de Gottman ont révélé que lorsqu'un partenaire est submergé, son rythme cardiaque monte à plus de 100 battements par minute. Le vôtre peut être à 90, mais le sien atteint 110, 120 ou davantage. Sa tension artérielle grimpe. L'adrénaline et le cortisol, nos principales hormones de stress, saturent son système. Ce n'est pas seulement dans sa tête, c'est dans son sang. Dans cet état, l'instinct de survie du corps, l'amygdale, ou cerveau reptilien, prend le contrôle du cerveau rationnel, le cortex préfrontal. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le cortex préfrontal est responsable de tout ce dont nous avons besoin dans un conflit. Il gouverne la pensée rationnelle, la résolution de problèmes complexes, l'empathie, les nuances émotionnelles et la capacité d'entendre la perspective de l'autre. Et dans un état de submersion, il se déconnecte, il n'est
très littéralement, plus cognitivement disponible pour avoir la conversation que vous tentez d'avoir. Son cerveau bascule en mode de survie primitif et binaire. Les seules réponses disponibles sont combattre, fuir ou, dans ce cas, se figer. Mais qu'est-ce que vous vivez? C'est la déconnexion tragique. Vous ne voyez pas le rythme cardiaque à 120 battements par minute. Vous ne voyez pas la poussée de cortisol. Vous ne voyez pas l'arrêt cognitif. Vous voyez un visage vide. Vous entendez le silence. Vous vivez ce qui ressemble à un mur de verre translucide, soudain et impénétrable qui descend entre vous. Pour vous, cela ressemble à l'acte ultime d'abandon, un rejet profond et froid. Votre système nerveux, qui est câblé pour la connexion, interprète cette perte soudaine d'harmonisation comme une menace primitive. Une alerte retentit dans votre propre cerveau qui dit « La connexion est rompue, fais quelque chose, récupère-la ». Cela active votre réponse de protestation, lançant le cycle même que nous sommes ici pour démanteler. Alors, pourquoi est-il submergé? Pourquoi se fige-t-il quand vous pourriez combattre ou réparer? Pourquoi sa réponse d'arrêt est-elle si immédiate, si totale? La réponse réside presque toujours dans notre histoire d'attachement. Ce schéma est caractéristique d'une stratégie d'attachement évitant-distension ou craintif-évitant. Soyons clairs sur ce que cela signifie. Cet arrêt n'est pas un nouveau comportement qu'il a inventé pour vous, c'est une compétence de survie adaptative profondément apprise qu'il a probablement protégée dans l'enfance. La théorie de l'attachement, développée par John Bowlby, nous enseigne que nous formons un modèle pour les relations dans nos premières années. Pour un individu qui développe une stratégie évitante, la vulnérabilité était souvent synonyme de danger, de déception ou de honte. Enfant, lorsqu'il ressentait de grandes émotions, peur, tristesse, même joie intense, ces sentiments étaient souvent accueillis non pas avec réconfort, mais avec rejet. Il a peut-être entendu « Tu vas bien, arrête de pleurer » ou « Tu es trop sensible ». Ou pire, ils étaient accueillis avec impatience, colère ou étaient simplement, systématiquement, ignorés. L'enfant apprend une leçon critique et protectrice, mes besoins émotionnels ne seront pas satisfaits par les autres. Il apprend « Mes grandes émotions sont un problème, elles éloignent les gens ». Il apprend « La seule personne sur laquelle je peux vraiment compter pour me sentir en sécurité, c'est moi-même ». Cette adaptation est profonde. Il n'a pas cessé d'avoir des émotions, c'est impossible. Au lieu de cela, il est devenu expert dans l'art de les supprimer. Il s'est déconnecté de son monde intérieur. Il a appris à s'auto-réguler, non pas en se co-régulant avec un autre, mais en s'isolant. Il a construit une forteresse intérieure et a relevé le pont-levis. Son principal mécanisme d'adaptation est devenu l'intellectualisation, la minimisation et le retrait immédiat dans cet état intérieur bleuté et poussiéreux. Maintenant, avançons jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes dans une relation adulte avec cette personne. Vous, cherchant la connexion et la réparation, lui présentez vos grandes émotions. Vous pleurez peut-être. Vous parlez peut-être avec une intensité passionnée et urgente. Vous essayez simplement d'être entendu, d'être vu, mais son système nerveux, câblé par le passé, n'enregistre pas cela comme une tentative de connexion. Il interprète mal votre intensité émotionnelle comme une menace d'envahissement ou une demande impossible à satisfaire. Pour son subconscient, vos larmes et votre voix élevée ressemblent exactement à la même dynamique écrasante et peu sûre de son enfance. L'ancienne programmation protectrice ne s'active pas simplement, elle explose. Fermer, s'éloigner, créer de la distance, trouver la sécurité. Il se protège littéralement, à ce moment-là, de ce qui ressemble à une répétition de sa plus profonde blessure relationnelle. Entrons dans son expérience. Je vous invite à visualiser cela, car c'est là que notre empathie doit commencer. Si nous pouvions voir son état intérieur, ce ne serait pas ce vide bleu, calme et poussiéreux que vous percevez à l'extérieur. Ce n'est que le masque.
À l'intérieur, ce serait une alarme rouge cramoisie, chaotique et clignotante. C'est une tempête d'informations sensorielles écrasantes. Ses pensées ne sont pas claires et calculées. Elles sont fracturées et paniquées. Il ne pense pas « je vais l'ignorer pour la punir ». Il ne pense pas « elle est tellement agaçante, je décroche ». Son monologue intérieur ressemble plutôt à ceci. Ne dis pas la mauvaise chose. Ne dis pas la mauvaise chose. N'aggrave pas les choses. Je ne trouve pas les bons mots. Ces mots viennent trop vite. Je ne peux pas suivre. Je me sens attaqué. Je me sens critiqué. J'échoue dans cela. Je suis un échec. C'est sans espoir. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin de m'échapper. Le silence que vous percevez comme une arme offensive est, en fait, un bouclier défensif désespéré et défaillant. Il est figé. Il est submergé. Il se sent profondément inadéquat. Il croit sincèrement que ne rien dire est plus sûr que de dire la mauvaise chose. Parce que dans son expérience, la mauvaise chose mène à plus d'intensité émotionnelle, plus de conflits et plus de preuves de son propre échec. Il ne vous refuse pas la connexion. À ce moment-là, il a perdu la capacité de se connecter, même avec lui-même. C'est la tragédie centrale. Le conflit entier repose sur une interprétation erronée fondamentale et déchirante. Observons-le. Vous, d'une perspective plus anxieuse, vivez son silence comme un abandon profond. Votre peur centrale est la perte de connexion. Donc, quand il se retire, votre système nerveux perçoit que votre pire crainte se réalise. Votre pensée est « si tu m'aimais, tu me parlerais. Tu te battrais pour cela. » Ton silence prouve que tu t'en fiches. Votre comportement de protestation résultant, la poursuite, les tentatives de dialogue, les larmes, les messages, est une tentative désespérée de rétablir la connexion. C'est un appel primitif et terrifié pour être rassuré. Es-tu là? Est-ce que je compte encore pour toi? Suis-je seul? Maintenant, regardons son côté. Lui, d'une perspective évitante, vit votre poursuite comme de l'hostilité et de l'envahissement. Sa peur centrale est la perte de soi. Il craint d'être contrôlé, submergé et trouvé inadéquat par l'émotion. Donc, quand vous le poursuivez, son système nerveux perçoit que sa pire crainte se réalise. Sa pensée est « si tu m'aimais, tu me donnerais de l'espace. Tu arrêterais de m'attaquer? Ta poursuite prouve que tu n'es pas sûr. » Son comportement d'arrêt résultant, le silence, le retrait, le mur de verre translucide, est une tentative désespérée de rétablir la sécurité. C'est un appel primitif d'autoconservation. Je suis submergé. J'ai besoin d'être seul pour me retrouver. Arrête! C'est ce que Gottman appelle le mur de pierre. C'est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 4 comportements qui peuvent présager la fin d'une relation. Mais nous comprenons souvent mal ce phénomène. Nous pensons au mur de pierre, le traitement silencieux, comme un comportement actif et agressif, similaire à la critique ou au mépris. Mais les recherches de Gottman révèlent quelque chose de fascinant. Le mur de pierre est presque toujours une réaction à la submersion. Ce n'est pas le premier cavalier à arriver, c'est souvent le dernier. C'est ce qui se produit après une longue histoire de critique et de défensive qui a transformé la zone de conflit en champ de mine. Le partenaire qui érige un mur de pierre a, en essence, abandonné. Il a appris que rien de ce qu'il fait, qu'il riposte ou tente d'expliquer, n'améliore la situation. L'arrêt est un acte final et désespéré d'autoconservation, un faire-le-mort psychologique dans l'espoir que le danger finira par passer. Lorsque vous faites face à ce mur, vous ne faites pas seulement face à son silence du moment. Vous faites face aux fantômes de chaque conflit non résolu. Vous faites face à sa conviction profondément ancrée qu'il ne peut pas gagner, qu'il ne peut pas satisfaire vos besoins et qu'il est plus sûr de disparaître que d'essayer et d'échouer à nouveau. C'est pourquoi simplement parler davantage ne fonctionne pas. Vous tentez de raisonner avec un système nerveux qui a déjà déclaré la situation ingagnable. Voyez-vous le cycle ?
Vous cherchez la connexion pour vous sentir en sécurité. Il cherche l'espace pour se sentir en sécurité. Et vous spiralisez tous les deux, enfermés dans une boucle douloureuse et renforçante où la tentative de chaque partenaire de s'apaiser est précisément ce qui déclenche l'autre. Plus vous poursuivez, plus il est submergé et se retire. Plus il se retire, plus vous vous sentez abandonné et plus vous poursuivez. Le mur de verre devient une forteresse de ressentiment. Il nous faut intérioriser cette vérité, car c'est la seule issue. Personne n'est le méchant dans cette dynamique. Il y a simplement deux systèmes nerveux, accomplissant exactement ce qu'ils ont appris à faire pour survivre. Mais ce schéma est l'ennemi. C'est l'érosion progressive de l'intimité. C'est ce qui crée ces fissures. Mais sans les particules dorées de la réparation. La seule façon de briser ce cycle est d'arrêter de jouer votre rôle assigné. Et cela commence non pas en le changeant, mais en vous régulant. La clé, votre régulation. Ce cycle se brise avec vous. Non pas parce que vous êtes à blâmer, mais parce que, à ce moment-là, vous êtes celle qui n'est pas physiologiquement submergée. Vous êtes celle qui a probablement encore accès à votre cortex préfrontal rationnel. Dans cette dynamique douloureuse, vous êtes celle qui détient le potentiel fragile d'un résultat différent. Votre première priorité à ce moment-là n'est pas de le réparer ou de réparer le conflit, c'est de réguler votre propre système nerveux. Votre corps est également dans un état d'activation. Votre cœur s'emballe, vous ressentez la panique, votre réponse anxieuse de protestation perçoit le danger. Il vous faut activement signaler à votre propre amygdale que vous êtes en sécurité, même si la connexion semble catastrophiquement brisée. Première étape, l'ancrage. Ne parlez pas. D'abord, ancrez-vous. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une intervention biologique directe. Placez une main sur votre cœur et une sur votre estomac. Sentez le contact. Prenez une longue et lente inspiration pendant 4 temps. Retenez-la pendant 4 et expirez lentement pendant 6 temps. Cette expiration prolongée est ce qui active votre système nerveux parasympathique, le système repos et digestion. Répétez cela 3 fois. Sentez vos pieds fermement ancrés sur le sol. Nommez silencieusement 3 choses dans la pièce que vous pouvez voir. Cette technique d'ancrage ramène votre cerveau hors de la boucle de panique primitive et le reconduit dans la réalité présente et objective. Deuxième étape, la pause douce. Maintenant, il vous faut arrêter le conflit. Votre objectif, une fois que vous êtes ancré, n'est plus de gagner ou d'être comprise. Votre seul objectif est de désamorcer la submersion pour vous deux. Il vous faut utiliser un script de pause douce. Cela semblera profondément contre-intuitif. C'est aussi l'intervention la plus efficace que vous puissiez faire. Vous devez lui offrir la chose même que votre système anxieux refuse de donner, un espace sûr, délimité et temporaire. Vous n'abandonnez pas. Vous ne renoncez pas au sujet. Vous prenez le contrôle stratégique de l'environnement émotionnel. D'une voix calme, basse et stable. Vous pourriez utiliser l'un de ces scripts. La pause collaborative. Je sens que cela devient intense pour nous deux. Je commence à me sentir submergée et je souhaite nous arrêter avant que nous disions des choses que nous ne pensons pas. Je vais prendre 20 minutes pour calmer mon propre système, puis nous reviendrons à cette conversation. Je et nous. Vous ne l'accusez pas d'être submergé. Vous présentez cela comme un état partagé. La limite claire. Je vois que nous sommes tous les deux bloqués en ce moment. Cette conversation est très importante pour moi et je souhaite la résoudre. Prenons tous les deux 30 minutes pour nous réinitialiser. Je reviendrai vers toi à ce moment-là. Ce script valide son état, honore votre besoin et donne un moment spécifique et fiable pour le réengagement. Après avoir prononcé le script, il vous faut calmement quitter physiquement la pièce. Ce n'est pas une sortie dramatique. C'est une sortie calme et régulatrice.
Cette action prouve à son système nerveux que vous n'êtes pas une menace qui le poursuivra jusqu'à l'effondrement. Troisième étape, le démarrage doux. Le vrai travail commence après la pause. La réparation ne peut pas se produire tant que les deux systèmes nerveux ne sont pas revenus à un état stable hors de cette alerte rouge. Cela peut être 30 minutes plus tard ou le lendemain matin. Lorsque vous vous retrouvez, vous ne pouvez pas simplement reprendre le conflit là où vous l'avez laissé. Il vous faut initier la conversation de réparation en utilisant ce que le Dr Gottman appelle un démarrage doux. C'est l'antidote à la critique. Vous ne commencez pas par « tu toujours » ou « quand tu »,« je me sens ». Commencez par votre émotion. « Je me sens seule et effrayée ». Ceci est indiscutable. C'est votre expérience ressentie, à propos d'une situation spécifique et neutre. Quand nous avons un conflit et que la conversation s'arrête brusquement, c'est concret et objectif, pas une généralisation globale. Et voici mon besoin positif. C'est l'étape transformationnelle. J'aimerais beaucoup que nous puissions trouver un moyen de faire une pause sans que je me sente abandonnée. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour toi? Vous transformez une plainte en une demande collaborative et résolvable. Vous n'attaquez plus son caractère. Vous l'invitez à participer à la résolution d'un problème que vous partagez tous les deux. Quatrième étape, construire de nouvelles règles. Enfin, il vous faut construire de nouvelles règles. C'est une pratique à long terme, pas une solution ponctuelle. Vous co-créez un nouveau langage conscient pour le conflit. L'objectif à long terme est de faire de la pause une pratique normale, sûre et collaborative. Il vous faut avoir une conversation en dehors d'un conflit sur la façon dont vous gérez les conflits. Asseyez-vous à un moment paisible et neutre. Demandez-lui, quand tu te sens submergé dans un conflit, qu'est-ce que cela ressemble réellement pour toi? Écoutez simplement. Croyez sa réponse. Ensuite, créez ensemble un mot de sécurité partagé et non blâmant pour la submersion. Cela pourrait être « je suis submergé » ou « alerte rouge » ou simplement « pause ». Ce mot, lorsqu'il est prononcé, devient un contrat sacré. La personne qui le prononce reçoit une pause de 20 minutes sans question. Et la personne qui l'entend honore cette pause, avec la confiance profonde que son partenaire reviendra. Cette pratique construit progressivement la seule chose qui guérit les deux styles d'attachement, un historique de sécurité et de fiabilité relationnelle. Avec le temps, son système nerveux apprendra que votre émotion n'est pas une menace. Et votre système nerveux apprendra que son besoin d'espace n'est pas un abandon. Vous verrez ces particules dorées de véritable réparation commencer à sceller ces anciennes blessures, rendant le lien plus fort qu'avant. Alors, revenons à ce mur. Nous avons appris que l'indifférence froide et silencieuse que vous perceviez autrefois est une illusion. Ce n'est pas un mur d'indifférence, c'est une forteresse désespérée d'autoconservation. Ce n'est pas un choix conscient, mais un détournement biologique et physiologique enraciné dans de profondes blessures d'attachement. Comprendre cela n'excuse pas le comportement, mais c'est l'explication qui ouvre une nouvelle voie. Vous ne pouvez pas contrôler sa submersion, mais vous êtes et serez toujours l'architecte de votre propre régulation et de votre propre sécurité. C'est là que commence la guérison. Le pouvoir de changer cette danse douloureuse ne réside pas dans la tentative de griser son mur. Il réside dans votre choix courageux d'arrêter de pousser contre lui et, à la place, de construire une fondation sûre en vous-même. Votre régulation est le signal de sécurité qui, avec le temps, invite son système nerveux à se détendre. Laissez-moi vous raconter une dernière chose. Il existe une ancienne technique japonaise appelée kintsugi, l'art de réparer les céramiques brisées avec de la laque mélangée à de la poudre d'or. Les Japonais croient que l'objet devient plus précieux après avoir été brisé, parce que les fissures dorées racontent son histoire. Parce que la brisure, une fois réparée avec conscience, devient la partie la plus belle. Votre relation est une céramique fissurée.
Mais vous avez passé tout ce temps à essayer de réparer ces morceaux à lui pendant que vos fissures à vous continuent de s'élargir, invisibles, ignorées, béantes. Il ne vous abandonne pas quand il se tait. Il s'effondre. Et vous ne le poursuivez pas parce qu'il est défaillant. Vous le poursuivez parce que vous refusez de voir vos propres fissures. Voici ce que personne ne vous dit sur l'amour. Vous ne pouvez pas remplir un vase fissuré avec l'eau d'un autre vase, lui-même fissuré. L'eau coulera toujours. La soif ne sera jamais étanchée. Le cycle ne s'arrêtera jamais, à moins que vous ne commenciez par colmater vos propres fissures. À moins que vous ne preniez cette poudre d'or, votre conscience, votre régulation, votre souveraineté, et que vous ne commenciez, patiemment, amoureusement, à réparer votre vase d'abord. La guérison commence le jour où vous cessez de cogner sur son mur et où vous vous retournez pour faire face au vôtre. Cette forteresse invisible que vous avez construite autour de votre propre cœur blessé, celle qui crie « Prouve-moi que je compte » au lieu de murmurer « Je sais que je compte », voici la vérité qui vous rendra libre. Vous ne pouvez pas contrôler sa submersion. Vous ne pouvez pas réparer ses fissures à lui tant que les vôtres saignent encore. Mais vous demeurez et demeurerez toujours l'artisan de votre propre réparation. Et lorsque vous deviendrez cette femme, celle dont le vase brille de fissures dorées, celle qui ne déborde plus parce qu'elle n'est plus trouée, quelque chose de miraculeux se produira. Il verra votre paix. Il verra que vous ne vous noyez plus. Il verra que le silence n'est plus une arme entre vous, mais un espace sacré où deux personnes entières peuvent enfin se rencontrer. Son système nerveux reconnaîtra enfin la sécurité. Et le mur commencera à se fissurer. Non pas parce que vous l'avez combattu, mais parce que vous avez cessé d'en faire le dépositaire de votre propre intégrité. Car au fond, ce n'est pas lui que vous cherchez dans ce silence. C'est vous-même, entière, réparée, dorée, que vous fuyez dans cette poursuite. Alors je vous pose cette question finale et elle ne souffre qu'une réponse honnête. Êtes-vous prête à devenir l'artisan de votre propre kintsugi? Êtes-vous prête à regarder vos fissures, toutes ces blessures d'abandon, toutes ces terreurs enfouies, toutes ces voix qui crient « tu n'es pas assez » et à les réparer une à une avec de l'or? Si oui, voici votre rituel sacré. La prochaine fois que vous sentez la panique monter, que votre cœur s'emballe, que l'envie de poursuivre devient insupportable, arrêtez-vous. Posez une main sur votre cœur. Et dites-vous, je suis entière, même dans mes fissures. Je suis en sécurité, même dans ce silence. Je suis aimable, même sans sa validation. Répétez cela jusqu'à ce que ce soit vrai. Non pas dans ses mots, non pas dans son retour. Dans votre propre présence à vous-même. C'est là que tout commence. C'est là que vos fissures deviennent de l'or. C'est là que vous cessez d'être la victime de ces cycles et que vous devenez l'héroïne de votre propre histoire. Si ce message a touché quelque chose en vous, une fissure que vous reconnaissiez, ne le laissez pas s'échapper. Partagez-le avec cet ami qui pleure dans le silence, avec cette sœur qui ne comprend pas pourquoi l'amour lui fait si mal, avec cette femme dans le miroir qui mérite enfin de comprendre parce que ce savoir, cette compréhension profonde du piège anxieux évitant peut transformer des vies. Mais surtout, il peut transformer la vôtre. Et maintenant, je vous invite à un acte de courage. Écrivez dans les commentaires une seule chose. La première fissure que vous allez réparer en vous-même, pas chez lui, pas dans la relation, en vous. Peut-être est-ce cette croyance que vous n'êtes aimable que si vous êtes indispensable. Peut-être est cette terreur que le silence signifie toujours l'abandon. Peut-être est cette habitude de mendier la réassurance au lieu de la cultiver en vous. Écrivez-la, parce que la nommer, c'est déjà commencer à la réparer. Parce que la partager, c'est inviter d'autres femmes à réparer les leurs. Et parce que, ensemble, nous transformons nos brisures en or. Le chemin commence maintenant. Ici, avec votre première fissure bourrée. Êtes-vous prête ?